Bonjour Pascal et merci d'être avec nous dans ce format hors série du documentaire Work in Progress. Alors tu es le directeur général du groupe Maïf que l'on associe souvent au terme d'assureur militant. Qu'est-ce que ça veut dire le terme d'assureur militant et peut-être encore plus dans ce contexte de crise? Bonjour Samuel, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Alors, militant, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut bien concevoir le terme de militantisme comme étant plutôt un militantisme de contribution qu'un militantisme de revendication. Ça veut dire finalement essayer de conformer ses décisions, ses actions à la manière dont on aimerait tout simplement que le monde devienne. Essayer d'avoir une cohérence, un alignement entre ce que l'on fait et ce que l'on voudrait voir advenir dans le monde. C'est un peu tu sais, la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, voilà. On essaye d'avoir cette exigence, donc plutôt un militantisme de contribution, militantisme ancien, depuis la création de la Maïf, j'allais dire, en 1934, qui aujourd'hui a peut-être plus de profondeur encore parce qu'on essaye vraiment d'inclure nos engagements dans chacune de nos actions, dans chacun de nos métiers. Dans nos métiers d'assureur, dans nos métiers de gestionnaire d'actifs, dans toutes les activités du groupe. Et tous les salariés du groupe, finalement, sont investis de cette idée d'avoir l'impact le plus positif possible dans l'exercice de son métier. Et donc, on essaye de le faire de manière systématique. Alors, tu me posais la question, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pendant la crise ? Ça veut dire que, d'abord, à l'égard de nos collaborateurs, on était dans une démarche de protection totale, protection, bien sûr, de la santé, et donc généralisation du travail à distance, ça va de soi. Protection financière également, et donc on a assuré naturellement, j'allais dire, le paiement de l'intégralité du salaire, même au premier confinement, tu vois, on avait 2000 personnes qui étaient en dispense d'activité, qui ne travaillaient pas parce que garde d'enfants, parce que pour tout un tas de raisons. On a évidemment continué à leur payer l'intégralité du salaire. À l'égard de nos sociétaires, de nos assurés, ça s'est manifesté par exemple par le fait qu'on a remboursé pendant le premier confinement le montant des primes d'assurance auto. Parce que, voilà, on est confiné, les voitures ne bougent pas, elles sont au garage. Donc, il nous paraissait complètement impensable, illégitime, inimaginable de conserver ces primes auto alors qu'il n'y avait plus d'accidents, par hypothèse. On avait fixé, il était hors de question qu'on tire un quelconque bénéfice de la crise sanitaire. Et puis, pour le vaste monde, ça a été plein d'actions, de contributions de la Maïf, soit au bénéfice d'associations, soit au bénéfice, par exemple, de tous nos partenaires, toutes les PME, les petites entreprises, les garagistes, les entrepreneurs qui travaillent pour nous. On leur a fait à la fois des avances de trésorerie, on a renoncé à des tarifs qui avaient été négociés, etc., etc. La Maïf a annoncé l'année passée être passée sous un nouveau statut d'entreprise à mission. Concrètement, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que ça veut dire? Quel était le processus pour en arriver là? Pour nous, il n'était pas pensable de ne pas être la première ou parmi les premières entreprises à mission de France, parce que ça correspond tellement à notre manière de concevoir le fonctionnement de l'entreprise. Donc c'était important pour nous. À la fois, ça ne change rien à ce que nous sommes. À qui nous sommes. Je te l'ai dit, cet engagement, c'est vraiment une tradition de la Maïf, même si on essaye de le renforcer, mais ça ne change rien à notre identité, à ce que nous voulons être. Et en même temps, ça change, j'allais dire, ça change presque tout. Ça change presque tout parce que, d'abord, ça systématise ces engagements. En étant entreprise à mission, on s'oblige en quelque sorte, de manière systématique, à avoir ces engagements. Ça rend complètement transparent. On affiche nos engagements. On les a mis dans nos statuts, on publie une feuille de route annuelle décrivant ce que l'on va faire ou ce qu'on va essayer de faire. Et puis surtout, on se soumet au regard à la fois d'un comité de mission, avec des membres externes qui jugent en permanence de ce que l'on fait, qui nous stimulent, qui nous disent « Allez, il faudrait aller là, vous pourriez faire ça, etc. » Et puis, ce qu'on appelle un organisme tiers indépendant qui vient annuellement auditer ce que la Maïf a fait, ce que l'entreprise a fait,
qui fait un rapport qui est public, et qui dit, bah oui, la Maïf a tenu ses engagements, ou non, la Maïf n'a pas tenu ses engagements, et éventuellement même cet organisme tiers indépendant, ce cabinet d'audit en quelque sorte, peut demander à ce qu'on perde le statut d'entreprise à mission. Donc tu vois, c'est un engagement qui est très fort. Et puis on rend tout ça public. Hein, on publie ces rapports, ils sont sur notre site internet, etc. Et donc, ça veut dire quelque part que on a créé un truc qui est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Ouais. Hein. Enfin, tu vois, on ne pourrait pas dans quelques années dire, oh ben non, finalement, on ne veut plus être entreprise à mission, on ne croit plus, etc. C'est juste impossible. Donc, ça change quand même pas mal de choses. C'est encore plus engageant, quoi. La crise que nous traversons a manifestement accéléré un tas de tendances qui étaient déjà à l'œuvre, qui sont rendues beaucoup plus visibles. Qu'est-ce qu'on va conserver à long terme? Quels sont les grands marqueurs du future of work? Ça a été un formidable accélérateur sur la question qui était déjà sous-jacente, mais pas au même niveau, la question du sens. Quel sens a l'action de l'entreprise, à l'activité de l'entreprise? Cette question du sens, elle est posée en interne par les salariés de plus en plus. Elle est posée en externe par les clients, par les consommateurs. Et donc, la question finalement de la contribution de l'entreprise, de son comportement. Au-delà de son objet social, comment l'entreprise se comporte-t-elle? Quelle contribution a-t-elle pour le vaste monde? Et cette question, on voit bien qu'elle a été énormément, comment dirais-je, accélérée par la crise sanitaire. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui va rester, bien sûr. Et puis, naturellement, ça pose aussi, crise sanitaire dit travail à distance, de manière prolongée pour la très grande majorité des salariés, en vérité. Et donc, ça pose évidemment beaucoup de questions, notamment sur le management. Manager à distance, c'est pas la même chose que manager sur site. Alors, nous, on s'était lancé depuis déjà pas mal d'années dans ce qu'on appelle en interne le management par la confiance, c'est-à-dire un management qui d'abord repose beaucoup sur le sens. Quel est le sens de la mission de l'entreprise? Quelle est la contribution de chaque salarié à cette mission, et donc quel est le sens de l'action de chacun finalement, du travail de chacun? Repose beaucoup sur la confiance, c'est-à-dire on fait confiance a priori à chaque collaborateur. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un management qui repose sur l'autorité. Je donne des ordres, j'en contrôle l'exécution et puis j'en sanctionne les résultats. Mais on est plutôt sur un management par la confiance, par l'envie. Je laisse des marges de manœuvre aux collaborateurs. C'est eux qui sont les mieux à même, au fond, de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés, de trouver les meilleures solutions, plutôt que simplement d'exécuter un process dans un cadre qui a été défini au-dessus d'eux. Et ça, c'est majeur en cas de télétravail. Parce que mettre en place un télétravail, s'il n'y a pas cette relation de confiance, c'est juste infernal, c'est juste impossible en réalité. Arriver à motiver des milliers de salariés, si cette motivation elle ne repose pas sur le sens, sur le sens de leur contribution, c'est hyper compliqué à distance. Et donc on voit bien que au fond, ce travail à distance impose de modifier en profondeur les fondamentaux du management en réalité. Une notion de sens et puis une notion de confiance, dont on va parler juste après avec Evelyne, la directrice des richesses humaines du groupe Maïf. Merci beaucoup Pascal pour tous ces partages. Merci à toi. Bonjour Evelyne et merci de nous rejoindre. Alors tu es la directrice des richesses humaines. On sent tout de suite quelque chose de beaucoup plus chaleureux que des ressources humaines. J'aime beaucoup. Alors la Maïf a fait des annonces fortes concernant le télétravail dernièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une demande des collaborateurs? Comment s'est passée la négociation avec les syndicats? Qu'est-ce qui est en vigueur aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire plus sur la position de la Maïf aujourd'hui? Bien sûr, ouais, sur le déploiement du télétravail, en fait, l'histoire a commencé à la Maïf en 2015, où on avait commencé en fait à déployer le télétravail de façon expérimentale et assez volontariste, à la fois au siège et dans le réseau, où cette nouvelle modalité de travail a été négociée et intégrée dans ce qu'on a appelé notre accord OSE, qui était sur l'aménagement du temps de travail.
Et donc, à partir de 2017, on a, donc pendant 2 années et demie de déploiement, on a eu plus de 2000 salariés, à la fois dans le réseau et dans le siège, qui ont donc pu bénéficier de cette nouvelle modalité de travail. Donc, il y avait une grande majorité, c'est comme aujourd'hui, en fait, hein, on était sur un principe de forfait de 2 à 3 jours de télétravail par semaine, avec également un équipement prévu chez le salarié. Donc ça a été de 2017 à 2019. Puis ensuite, il y a eu une troisième étape, début 2020. On a commencé effectivement à réfléchir progressivement à déployer cette modalité au plus grand nombre. Et tu m'as posé la question tout à l'heure, c'était même quelques mois avant la crise sanitaire, mais on voyait déjà qu'il y avait de plus en plus de salariés qui étaient appétents évidemment à cette modalité de travail. Donc, avant la crise sanitaire, on était déjà dans la logique de se dire on va continuer à déployer progressivement notre accord. Et puis, la crise nous a rattrapés, ou j'ai envie de dire, la crise a probablement accéléré le rythme naturel auquel on l'aurait fait, si je suis tout à fait honnête. Et donc, on s'est mis en ordre de marche dès le printemps 2020 pour finalement renégocier un avenant et finalement anticiper, j'ai envie de dire, le retour à la normale. Donc là, à travers la signature de cet avenant, on a été pour le coup extrêmement volontariste avec finalement un accès au plus grand nombre de la modalité de télétravail, c'est-à-dire tous les métiers éligibles ont basculé. Il y a eu un appel à volontariat. Donc aujourd'hui, en dehors de la crise sanitaire, il y a 4000 salariés qui ont signé un avenant télétravail. Donc c'est 2/3 de la population éligible. Pour te donner aussi un ordre de grandeur, 2/3 des forfaits qui sont demandés sont des forfaits 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Donc, des forfaits quand même relativement intensifs, importants. Et donc, malheureusement, évidemment, tout a été un peu suspendu du fait de la crise. Alors, finalement, on a basculé beaucoup plus fort et probablement avec moins d'équilibre qu'on l'aurait souhaité là depuis la crise sanitaire. Mais dès qu'on sera dans un retour à la normale, on mettra en œuvre l'avenant tel qu'on l'a signé. Donc, avec cette modalité accessible au plus grand nombre. Voilà. Et je voudrais souligner aussi quelque chose dont je suis assez fière avec mes équipes, c'est que cet accord, on l'a signé, enfin cet avenant, on l'a signé en un temps record, 5 semaines, et il a été signé par les 6 organisations syndicales de la Maïf. Voilà. Donc, je pense que c'était une mesure importante qui était attendue et qui a été reconnue et valorisée par toutes les parties prenantes. C'est assez impressionnant et je pense que c'est d'autant plus rapide. Peut-être que ça vient pas juste en réaction à la crise, mais que ça a été construit dans le temps et que, comme tu disais, c'est une réflexion qui arrive déjà depuis 2017. Et de dire que ça fait déjà un moment en fait que c'est dans les cartons. Et c'est peut-être ça qui fait que ça fonctionne aussi rapidement, non? Oui, je pense qu'on n'aurait pas été capable, très honnêtement, même d'ailleurs la bascule dans la crise sanitaire et le télétravail extrêmement rapide. Je pense qu'on a été une des premières entreprises à être en capacité de le faire. Alors, à la fois parce que la direction informatique avait fait un super boulot pour pouvoir livrer des portables, mais aussi parce que je pense que la pratique du télétravail, elle était déjà rentrée dans les modes de fonctionnement de l'entreprise, puisqu'on avait déjà 2000 salariés qui le pratiquaient indépendamment de la crise. Donc, tu as raison. C'est pour ça que j'aime le repréciser, parce que le télétravail, ça a démarré à la Maïf en 2015. Donc, finalement, la crise sanitaire, pour moi, a été un accélérateur, mais de quelque chose qu'on avait déjà initié. Au-delà du lieu de travail qui évolue, est-ce que le changement plus important, c'est pas un changement sous-jacent qui est de l'ordre de la façon dont on manage? Comment est-ce qu'on manage à distance? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été transformées dès 2015 et peut-être encore plus récemment? Oui, je pense d'ailleurs que ce passage à l'échelle qui s'est fait de façon extrêmement rapide a probablement, pour moi en tous les cas, mis en exergue que le télétravail allait profondément changer demain le rôle du manager. Certains avaient déjà commencé à l'anticiper, d'autres non, mais c'est surtout qu'ils ont dû le vivre pour toute leur équipe. Il n'y a pas de télétravail possible à grande échelle si au départ, on n'est pas dans le management par la confiance et dans le management de la confiance. Et là aussi, on avait beaucoup de chance parce que finalement, on avait déjà ce terreau aussi au sein de la Maïf, avec le lancement du management par la confiance en 2015. Et finalement, cette bascule, même si là encore, elle a probablement obligé nos managers et nous-mêmes à aller plus vite et de façon plus intense,
les ingrédients de la confiance étaient là. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on l'a tous vécu. Le principe même du télétravail, quand on est manager, c'est qu'il faut lâcher prise, il faut faire confiance a priori. La notion de contrôle n'existe plus. Et finalement, le manager se trouve face à deux choix. Un choix qui est très personnel, j'ai envie de dire qui est presque facile parce que ça ne dépend que de lui. C'est finalement la question qu'on se pose chacun de est-ce que je fais confiance a priori et est-ce que je bascule finalement dans cette modalité? Est-ce que j'accepte moi à travers ça de lâcher prise? Et puis le deuxième choix qui est plus difficile parce que il n'implique pas seulement le manager, mais il implique son collaborateur, c'est la réciprocité et la responsabilité que ça engage quand on fait confiance. Parce que finalement, quand on donne sa confiance à quelqu'un, l'autre, ça suppose également qu'il se sente en confiance, autonome et responsable. Donc, on voit bien que cette autre nature de choix qui s'impose au manager, elle vient aussi tirer entre guillemets, la relation qu'il a avec son collaborateur. Ça incite à être finalement encore plus vite, encore plus naturellement dans cette relation de confiance. La deuxième chose que je vois, qui est pour moi aussi un changement énorme, enfin en tous les cas, un changement qui tout d'un coup est devenu très perceptible, c'est que le manager, c'est vraiment celui qui contribue à la cohésion de son équipe, qui contribue en tous les cas au fait de mobiliser ses collaborateurs autour d'un projet commun, d'un objectif commun. Et on voit bien que comment dire, cette responsabilité-là en tant que manager, quand tout d'un coup on se retrouve à distance, on mesure à la fois l'importance que ça a et probablement aussi la difficulté dans laquelle ça peut nous mettre de continuer finalement à susciter cette cohésion, à susciter ce sentiment d'appartenance, alors même qu'on n'est plus physiquement ensemble. Et on a bien vu d'ailleurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et puis tu as dû l'expérimenter toi aussi, mais les collectifs qui ont basculé facilement dans le à distance du jour au lendemain, c'est ceux qui avaient déjà finalement des rituels collectifs, un sentiment d'appartenance fort. La bascule pour eux s'est faite extrêmement rapidement. Et on voit bien que quand les collectifs ne sont pas encore formés ou qu'ils sont nouveaux, bah forcément, cet enjeu de cohésion, quand demain on devra le gérer avec un management hybride, eh ben, il faudra probablement qu'on active d'autres choses. Passionnant. Est-ce que pour conclure, tu pourrais me dire ce que tu évoques le terme de future of work qu'est-ce que c'est pour toi les grands marqueurs? Alors on a compris, évidemment, il y a le télétravail qui en fait partie, il y a le rôle du manager, il y a de l'empathie à avoir certainement dans la relation, aussi dans la cohésion. Qu'est-ce qu'il y a peut-être d'autre encore dans le terme de future of work? Ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, les nouvelles compétences qu'il faudra qu'on active demain. Je pense que le manager de demain sera probablement assez différent du manager d'aujourd'hui. L'autre grand marqueur de changement pour moi, c'est la notion d'évaluation de la performance. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, on voit bien finalement que demain, comme on va plus être dans une gestion par la finalité, ça va venir complètement bousculer la façon dont on fixe les objectifs. Il faudra que les objectifs soient co-construits. Il faudra finalement que ce qu'on appelle aujourd'hui l'évaluation de la performance, qu'on a tendance plutôt à faire à la fin de l'année, il faudra probablement qu'elle s'installe dans des rituels beaucoup plus réguliers. On voit aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, que ça supposera beaucoup plus d'autonomie et de responsabilité. Donc finalement, un contrôle qui se fera a posteriori ou qui se fera à travers ces boucles plus courtes. Je pense aussi qu'il y aura un basculement de certaines compétences managériales vers le collaborateur, où finalement, le collaborateur, demain, il devra apprendre aussi à s'auto-motiver, à s'auto-réguler, à prendre soin de lui, alors qu'aujourd'hui, c'était plutôt des compétences et des marqueurs qui étaient attendus du management, mais pas forcément du collaborateur. Donc, je vois aussi une modification et en tous les cas un transfert des compétences entre le manager et le collaborateur. Je pense aussi que demain, la notion de feedback continu, que ce soit du manager ou du collaborateur, sera quelque chose qui devra être au cœur
du futur du travail. On devra apprendre à se réguler, se responsabiliser, se tenir au courant de ce qui se passe avec des boucles beaucoup plus courtes. Et puis, tu l'as évoqué dans ta question, je pense que le futur du travail, même si finalement on va apprendre à travailler avec cette modalité hybride, je pense qu'il va remettre les rapports humains au cœur du dispositif. Parce que ça va venir reposer la question de, même à distance, comment est-ce qu'on fait vivre les rapports humains, comment est-ce qu'on fait passer l'authenticité, comment est-ce qu'on fait passer l'émotion alors qu'on n'est pas forcément physiquement l'un en face de l'autre. C'est amusant, mais en même temps, ça ne me surprend pas non plus, parce que tous ces sujets, c'est exactement ce qui est ressorti d'une journée qu'on a passée avec deux autres personnes de la Maïf, qui viennent en plus de deux branches différentes, et c'est exactement ces sujets qui sont ressortis. Donc, je vois l'alignement et ça me frappe, moi, parce que pour avoir échangé avec beaucoup d'entreprises différentes, je trouve que avec la Maïf, tout le monde est aligné sur une même vision. Et en tout cas, c'est tel que je le perçois, peu importe les personnes avec qui on parle, on sent qu'il y a ces mêmes sujets qui reviennent et il y a un vrai alignement, peu importe les fonctions avec lesquelles on discute. Donc, merci pour tous ces partages. Merci Samuel. Bonjour Thomas et merci de nous rejoindre. Alors, tu es à la tête du Maïf Startup Club, une entité un petit peu particulière au sein du groupe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites? Salut Samuel. Le Maïf Startup Club, c'est un petit peu la conséquence logique et vertueuse d'années de transformation et d'exploration que l'on a conduit notamment avec une partie de l'équipe autour des pratiques émergentes, des nouveaux usages, mais aussi déjà du futur du travail, des business de plateforme. Et du coup, on a voulu créer un écrin, on pourrait presque dire un creuset, qui est le Maïf Startup Club et qui permet aujourd'hui en fait de continuer à suivre ces discussions engagées avec des acteurs différents des uns des autres, de la start-up aux porteurs de projets innovants jusqu'aux grands groupes, sur ces sujets de transformation. Et c'est ça qu'on fait au Maïf Startup Club. Le but du jeu étant de, quelque part, rencontrer des partenaires affinitaires et de trouver des moyens de mélanger un petit peu nos missions. On parle beaucoup de sens et de mission, ben voilà, c'est un peu à ça que sert le Maïf Startup Club. Donc, c'est un lieu aussi, on peut s'y réunir, et des startups avec lesquelles vous collaborez. Pourquoi est-ce que c'est important pour un grand groupe de travailler avec des startups? Alors, le Maïf Startup Club, c'est un lieu, mais c'est aussi une communauté et c'est aussi un catalogue de services, j'allais dire, indépendant du lieu. Et on va y retrouver, en fait, dans ces communautés, tu as raison, des startups. Mais quelque part, on a une définition un peu provocante de startup en disant que ce n'est pas forcément que des jeunes pousses, ça peut être aussi des patrons d'innovation dans des grands groupes, ça peut être un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise qui a envie un petit peu d'apporter d'innovation dans sa PME. Donc voilà, nous, c'est start-up en deux mots au sens l'envie de faire décoller rapidement des projets. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que c'est hyper important aujourd'hui d'avoir des endroits comme ça, notamment pour Maïf? Tout simplement parce qu'on voit bien avec la diversité des problématiques économiques, environnementales, sociales qui arrivent, la complexité d'essayer de résoudre seul ces équations-là, on a une conviction qui est que les altérités, quelque part, permises par ces différents profils de partenaires, le métissage en fait, des talents des uns et des autres, donne, en ce moment plus que jamais, plus de chances de trouver des solutions à plusieurs, quelque part, que seuls. Voilà. Et donc, c'est un peu ces preuves-là qu'on amène avec ce qu'on fait au Maïf Startup Club. Il y a un terme, j'ai l'impression aussi, qui peut regrouper tous ces acteurs qui sont quand même assez variés. C'est peut-être la notion d'innovation qui est bien présente. Est-ce que c'est plus important encore en temps de crise d'innovation que ce que vous pouviez faire déjà, parce que le Maïf Startup Club n'a pas été créé pendant la crise, c'était déjà avant. Est-ce que c'est plus important encore l'innovation aujourd'hui, là en 2020-2021, qu'avant? Oui, l'innovation, c'est plus que jamais important. Après, en toute transparence, quelque part, qu'on appelle ça innovation, qu'on appelle ça culture de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat, qu'on appelle ça même disruption, allez, ubérisation, s'il fallait prendre des grands mots, à la rigueur, peu importe. Ce que je trouve important, en fait, c'est le mouvement, c'est la volonté de solutionner des problématiques qui nous intéressent. Et c'est vrai qu'en fait, en fonction des appétences, des accointances même de chacun, on va parler innovation, open innovation ou autre.
ça relève du même esprit. Je te rejoins. Et comment est-ce qu'on fait concrètement pour collaborer avec ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur donne en échange? Qu'est-ce qui se passe pour créer un petit peu toutes ces collaborations que vous mettez en place à Women Startup Club? Ce qui est intéressant, c'est qu'on aura beau imaginer des canevas précis pour essayer de rendre possible l'innovation ou l'entrepreneuriat. On aura beau penser expérience de la rencontre avec les partenaires. Tout ça, ce sera très, très utile. Mais moi, ce dont je suis convaincu, et quelque part, ce qu'on vit aujourd'hui nous le montre, c'est la capacité, en fait, à jouer sur les talents humains. C'est facile, en fait, quand il n'y a pas de confinement et quand on peut se rencontrer, se voir et laisser libre cours, en fait, aux altérités, à la sérendipité et que naît de ça à chaque fois des projets, parfois qu'on tue très, très vite parce que vous savez, c'est l'espèce de fulgurance qu'on a. On se dit qu'on va révolutionner le monde et puis au premier brainstorming, on tue l'idée parce que finalement, il y avait juste une évidence qu'on avait loupée. Et puis parfois, quand même, ça prend. Et en fait, moi, j'aime bien travailler ça. Donc, avec la conviction que des lieux comme le Maïf Startup Club, contrairement à ce qu'on pourrait penser en ce moment, vont peut-être avoir plus que jamais leur raison d'être. La capacité, en fait, à recréer des projets autour de l'humain. Et du coup, la contrepartie qu'on observe là et que on voit bien dans tout ce qui est futur du travail, c'est aussi du coup le côté hybride et accepter aussi des modèles où l'humain va passer par des bons réflexes à travers des écrans interposés, à travers des relations de travail à distance. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que forcément, ça va démultiplier les capacités de faire émerger des projets. C'est formidable. Cette ouverture sur l'extérieur et puis cette sorte de laboratoire d'innovation, le fait de dire on peut tester un projet, si ça marche, on y va, puis si ça marche pas, on abandonne, on passe au suivant. Je trouve ça, je suis très admiratif. Quand je te donne les trois mots de Future of Work, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? J'imagine que je sais que vous avez fait énormément de choses sur le sujet et sur plein d'angles différents de Future of Work. Aujourd'hui, en 2021, alors le mot a été beaucoup utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Future of Work? À la fois, j'aime beaucoup l'expression et j'ai un peu la prétention de dire qu'elle me parle, même si je suis salarié d'un grand groupe, mais j'ai mon propre parcours. J'ai été freelance et indépendant pendant 10 ans en même temps que je travaillais. J'ai un petit côté self-made que je revendique aussi, même si je n'ai pas été fondateur de start-up. Et du coup, ce que je trouve en fait dans ces mots-là, et ce que Maïf prouve aussi, c'est la réconciliation quelque part des aspirations de l'individu avec les aspirations d'un collectif. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant pour la déclinaison Future of Work pour un groupe comme Maïf, c'est d'arriver en fait à mettre au profit des aspirations collectives du groupe les aspirations individuelles de chacun. Et ça, je trouve ça puissant parce que ça vient tirer quelque part le rôle du manager du futur ou du manager du contemporain d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment j'arrive à gérer cette adéquation entre aspiration personnelle et aspiration collective. C'est quelque part, sans jeu de mots, comment j'arrive à gérer tous les sens qu'on peut donner au mot développement, le développement personnel presque de mes collègues au quotidien et le développement économique, la performance de l'entreprise. Donc, j'y mets un petit peu tout ça et je trouve que c'est une forme de déclinaison à l'échelle de l'individu de l'entreprise à mission. Entreprendre pour soi-même à mission, c'est-à-dire en trouvant du sens dans ce que l'on fait. Et ça j'aime beaucoup, ça me parle beaucoup. Et pour moi, ça vient cocher un modèle qu'on a beaucoup exploré quand on travaillait justement sur ces nouveaux usages. C'était la pyramide des valeurs, où pendant longtemps, on a raisonné attente de l'individu, besoin de l'individu, et on voit que tout en haut de la pyramide, maintenant, on y met l'aspiration. C'est-à-dire, pourquoi j'ai envie de consommer comme ça, pourquoi j'ai envie de travailler comme ça ou dans cette boîte. Tout en haut, on retrouve à chaque fois cette notion d'aspiration, et c'est ça qu'amène le Future of Work. Je suis complètement en phase. Tu parles justement d'aspiration personnelle. Le documentaire Work in Progress interroge la relation qu'on a chacun avec son travail. Qu'est-ce qui, toi, donne du sens à ton travail au quotidien? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin, de ne pas te coucher le soir? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Je pense que c'est une forme de résonance entre ce que moi, je peux essayer de donner en fait à la boîte, à la Maïf, et ce que j'en ai en retour. Et je ne parle pas du contrat de travail et de la rémunération, je parle de moi j'ai envie de me lever le matin pour aider l'un des collaborateurs de mon équipe qui serait en difficulté. Et si j'ai envie de faire ça, c'est parce que je vois que quand il a passé un petit peu son creux, qu'il a trouvé la solution et que je le vois épanoui, je le vois heureux, fier de ses résultats, ça donne du sens
à mon travail. Ça donne du sens au fait que je me lève le matin. J'aime mon travail parce que quand la direction générale ou Pascal présente un projet d'avenir pour le groupe, je me dis, mais ça me parle. Je vais pouvoir me réaliser à titre personnel à travers un projet collectif qui me dépasse. Donc ça me donne envie de me lever. Et je pense que c'est ça un petit peu c'est ce genre d'exemple en fait qui font qu'on a envie de se lever et qui donne du sens à son travail. Merci Thomas, c'est parfait parce que j'ai évoqué à l'instant avec Evelyne le fait que c'était assez impressionnant de voir à quel point toutes les fonctions dans l'entreprise sont alignées sur une vision unique et sur la même vision. Et les sujets se recoupent et pour avoir échangé avec une quinzaine de personnes au sein de la Maïf sur l'année qui vient de se passer avec notre collaboration sur le documentaire, j'ai vraiment été frappé par le fait que toutes les personnes avec qui j'ai échangé sont alignées sur la même vision. Et quand on voit Pascal prendre la parole régulièrement, et ben on se retrouve en fait dans la même vision, toutes les personnes, dans les interactions assez informelles qu'on peut avoir au quotidien. Donc, je me reconnais dans tout ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, Thomas, pour ce partage. Merci Samuel, en tout cas, il est ravi d'avoir soutenu le documentaire.